Voilà, deuxième partie de ce cours concernant les allergies et les hypersensibilités. Donc pour rappel, on avait vu dans la première partie essentiellement les allergies dépendant des IgE. Nous allons maintenant brièvement aborder les trois autres mécanismes impliqués dans ces phénomènes d'hypersensibilité, avec encore une fois la, la nuance concernant le fait que certaines des maladies dont on va parler sont plutôt des maladies auto-immunes, mais se développent selon un schéma immunopathologique qui répond à cette classification des hypersensibilités selon Gell et Coombs. L'hypersensibilité de type 2, c'est la lésion directe d'un tissu par des anticorps qui reconnaissent des cellules et vont les détruire soit par activation du complément, soit par un phénomène d'ADCC. Alors, voici un exemple d'allergie qui se comporte comme une hypersensibilité de type 2. C'est quand un médicament contre lequel le patient a développé des anticorps vient se fixer à la surface d'une cellule. Bien évidemment, à ce moment-là, l'anticorps se fixe sur le médicament, mais l'activation du complément va abîmer la cellule elle-même. Ce type d'hypersensibilité a été démontré pour plusieurs types de médicaments. Alors il y a des phénomènes qui se comportent globalement de la même façon, mais qui ne sont pas vraiment des allergies au sens strict du terme, notamment le rejet des allogreffes, le rejet hyperaigu. Donc vous verrez dans votre cours de néphrologie ou de chirurgie que le rejet d'habitude est lié à une réponse de l'immunité à médiation cellulaire, mais dans certains cas, essentiellement quand il y a eu une erreur dans le choix du donneur, par exemple, on peut avoir un donneur euh, on peut avoir un receveur qui a des anticorps dirigés contre les molécules HLA ou les groupes ABO du donneur avec un rejet hyperaigu par des phénomènes d'hypersensibilité de type 2. De même, dans les réactions transfusionnelles, s'il y a une incompatibilité ABO-résus, l'hémolyse sera liée à de l'hypersensibilité de type 2. De même, dans certaines anémies hémolytiques, cette fois-ci auto-immunes, on pourra aussi avoir ce type de phénomène. Alors, le test qui est réalisé pour mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre des hématies, vous reverrez ça dans votre cours d'hématologie, c'est un test appelé test de Coombs avec deux modalités, soit un test direct, soit un test indirect. Dans le test direct, on met en évidence sur les hématies du patient la présence d'anticorps qui sont présentes, je dirais, in vivo. Simplement, on va rajouter dans l'éprouvette des anticorps anti-immunoglobulines humaines, appelées antiglobulines ici, euh, qui vont provoquer l'agglutination des hématies qui sera visible par la personne du laboratoire. Dans le test indirect, on va mettre en évidence dans le sérum du patient des anticorps qui vont être capables de se fixer sur des globules rouges euh, qu'on a introduits dans le test, mais qui ne sont pas les globules rouges du patient. Donc ces deux tests ont des valeurs un petit peu différentes en termes de sensibilité, de spécificité, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Un mot aussi, donc je vous parle de ça parce qu'il y a des vignettes, il y a plusieurs vignettes à l'examen intégratif. Il y a notamment une vignette d'anémie hémolytique auto-immune chez une jeune femme qui a un lupus érythémateux. Euh, il y a également une vignette sur une histoire d'érythroblastose fœtale. Donc l'érythroblastose fœtale, c'est lié à l'incompatibilité rhésus. C'est lié au fait si une maman euh, qui est rhésus négatif a un bébé qui est rhésus positif, généralement à la première grossesse, il n'y a pas de problème parce qu'il y a très peu d'échanges de sang pendant la grossesse elle-même. Par contre, à l'accouchement, un peu de sang du bébé va passer dans la circulation de la maman
qui va s'immuniser contre les antigènes rhésus présents sur les cellules du bébé. Et lors d'une grossesse ultérieure, ces anticorps anti-rhésus pourront passer, vous savez qu'il y a un transfert des anticorps de la maman à son bébé par le placenta. Ces IgG pourront passer dans la circulation du bébé et y provoquer une hémolyse par l'activation notamment du complément, etc. Donc c'est assez simple comme schéma, hein. Alors on passe au type 3. Donc le type 3, ce sont des lésions, des symptômes, des signes qui vont être provoqués par des complexes humains. C'est-à-dire que le complexe humain va reprendre l'anticorps, mais dirigé contre un antigène qui n'est a priori pas, sauf dans les maladies auto-immunes, qui n'est a priori pas un antigène du soi, mais qui peut être un antigène exogène, infectieux, etc. Alors bien évidemment, encore une fois, dans certaines maladies auto-immunes comme le lupus, dont on parlera dans le prochain cours, l'ADN peut constituer cet antigène avec des complexes humains anticorps ADN qui vont provoquer des lésions selon les mécanismes d'hypersensibilité type 3. Donc, ces phénomènes d'hypersensibilité type 3 résultent du dépôt le plus souvent généralisé, parfois local dans certains types de maladies de complexes humains. Il y a de véritables maladies de type immunoallergique, comme notamment la maladie sérique. Quand on injecte des protéines animales à un humain, il va développer des anticorps dirigés contre les isotypes présents sur ces protéines animales, notamment si ce sont des anticorps animaux. C'est le cas quand on traite par du sérum, voire même par des monoclonaux d'origine murine, de souris. Certains médicaments, dans certaines infections, et alors évidemment dans certaines maladies auto-immunes, notamment comme le lupus érythémateux. Alors il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer cette inflammation provoquée par les complexes humains. L'explication classique, c'est l'activation, sans jeu de mots, de la voie classique du complément, avec libération de facteurs extrêmement pro-inflammatoires, comme notamment l'anaphylatoxine C5A, qui va recruter sur place toute une série de cellules inflammatoires, etc. Mais d'autres mécanismes jouent un rôle, comme notamment l'activation directe des macrophages par les complexes humains via les récepteurs Fc gamma R. Et ces macrophages vont eux-mêmes libérer toute une série de choses. Ces deux mécanismes ne sont pas du tout mutuellement exclusifs. La seule chose, c'est que le rôle du complément est un rôle complexe parce que indiscutablement le C5A est pro-inflammatoire, et d'ailleurs dans certaines de ces maladies on utilise des médicaments qui vont inhiber le clivage de C5, notamment un monoclonal qui va se fixer à C5 et empêcher le clivage en C5A plus C5B, qu'on appelle eculizumab. Mais n'empêche que le complément a aussi un rôle protecteur vis-à-vis des complexes humains, puisque la formation de C3b qui va s'accrocher au complexe humain va permettre leur élimination, et probablement que l'un dans l'autre, le rôle protecteur l'emporte, puisque les personnes qui sont déficientes en C1q, par exemple, qui ne peuvent pas activer la voie classique du complément en réponse au complexe humain, font des maladies d'hypersensibilité de type 3 plus sévères que les autres. Donc ces récepteurs des macrophages jouent un grand rôle dans l'inflammation provoquée par les complexes humains. Et en fait, l'idée, c'est que les anticorps sous forme libre, non liés à leurs antigènes, ont plutôt un rôle inhibiteur parce qu'ils vont se lier à un récepteur appelé Fc gamma R2b, peu importe, alors que les anticorps sous forme de complexe humain vont plutôt se lier à un récepteur activateur des phénomènes inflammatoires appelé Fc gamma R3. C'est un des mécanismes, il y en a probablement d'autres et c'est probablement plus compliqué que cela, mais c'est un des mécanismes
Ceci c'est important parce que ça fait appel à des traitements dont vous entendrez parler. C'est un des mécanismes pour lesquels on donne paradoxalement a priori des immunoglobulines dans toute une série de maladies inflammatoires. On a vu dans le cours de la fois dernière sur les déficits immunitaires que dans les hypogammaglobulinémies, on peut être amené à rendre des immunoglobulines, ce qui est tout à fait évident à comprendre. Eh bien, paradoxalement, dans des maladies qui ne sont pas des maladies où on a une hypogammaglobulinémie, mais où on a des complexes humains délétères, on peut être amené à rendre des immunoglobulines qui vont calmer l'inflammation. Et probablement qu'un des mécanismes par lesquels elles calment l'inflammation, c'est en se liant à ces récepteurs inhibiteurs, Fc gamma R2b. Alors vous avez ici IVIG. IVIG, ça veut simplement dire Intravenous Immunoglobulins, et qui vont calmer l'activation du macrophage. Voici ici toute une série de maladies inflammatoires touchant les muscles, les vaisseaux, etc., dans lesquels des complexes humains sont impliqués et pour lesquels des traitements par immunoglobulines intraveineuses ont eu un bénéfice. Ça ne veut pas dire que ces traitements font partie des recommandations du traitement de ces maladies, enfin pour certaines peut-être, mais en tout cas, on a pu démontrer chez certains de ces patients que des immunoglobulines intraveineuses avaient un bénéfice dans ces maladies. Alors généralement, quand les complexes humains se forment au niveau du sang, certains tissus vont être particulièrement touchés par les phénomènes inflammatoires. Ce sont généralement des tissus au sein desquels une filtration se produit, tout simplement parce que les complexes humains vont quitter le vaisseau, se déposer dans l'interstitium et y provoquer des lésions. C'est notamment le cas au niveau des glomérules, au niveau des synoviales, au niveau des plexus choroïdes, où on pourra obtenir des lésions inflammatoires à cause de ces complexes humains. Généralement, on aura une inflammation vasculaire liée au complexe humain. On parlera donc de vasculite ou de vascularite à complexe humain. Dans certains cas, si le complexe humain se forme non pas dans la circulation, mais dans un tissu, on aura des lésions tissulaires, non vasculaires, comme c'est le cas par exemple dans la maladie, l'alvéolite allergique extrinsèque, dont voici une image, avec des images en verre dépoli. Donc en fait c'est là aussi, je crois qu'il y a une vignette d'examen intégratif là-dessus. Donc l'idée c'est que sur la paille, des moisissures peuvent se développer avec des antigènes qui vont pénétrer de façon assez profonde au niveau du poumon, s'arrêter au niveau des alvéoles, et que si le patient s'immunise vis-à-vis de ces antigènes, non pas sous la forme d'IgE comme dans l'asthme, mais sous la forme d'IgG, ces IgG qui ont le poids moléculaire qui leur permet de passer au niveau interstitiel vont former le complexe humain au niveau du tissu pulmonaire lui-même, au niveau du parenchyme, et la réaction inflammatoire, l'activation des macrophages alvéolaires, etc., va se produire dans le poumon lui-même. Donc c'est un phénomène de type 3 localisé. La grande question évidemment, c'est de savoir, bon, ça peut paraître tout à fait banal de faire des complexes humains, donc qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, le complexe humain est plus pro-inflammatoire que dans d'autres? Alors il y a différents facteurs tout à fait intuitifs qui vont jouer, bien évidemment, si vous en avez beaucoup, si leur présence est chronique, hein, la taille aussi. Donc on a décrit que quand on a ce qu'on appelle une zone d'équivalence, c'est-à-dire quand il y a une quantité d'anticorps relativement équivalente à la quantité d'antigènes, on a des complexes de grande taille qui se forment.
parce que chaque antigène contient plusieurs épitopes, et donc le même antigène peut lier généralement au moins 2 anticorps, et chaque anticorps a 2 bras. Donc on a la formation de ces complexes qui contiennent plusieurs anticorps, plusieurs antigènes, et qui sont particulièrement pro-inflammatoires. Un phénomène récent, et j'ai ajouté ceci par rapport au diaporama de l'année dernière, c'est l'influence de la glycosylation. Je vous ai brièvement parlé dans le cours d'immunologie de l'année dernière que les immunoglobulines sont glycosylées de façon assez complexe. Regardez ici tous ces différents sucres qui sont accrochés sur une molécule d'immunoglobuline. Et ce qu'on voit, c'est que le type de glycosylation va influencer le côté pro-inflammatoire ou au contraire non inflammatoire des anticorps et des complexes immuns. À l'occasion du Covid, par exemple, vous savez qu'on a décrit chez les patients Covid, ça reste quelque chose de controversé, mais qui semble malgré tout, au moins chez certains patients, se développer. C'est une sorte d'effet paradoxal de la réponse immunitaire où le patient semble s'aggraver au moment où ces anticorps dirigés contre le virus apparaissent. Les mécanismes de cette aggravation restent discutés. On a parlé d'un effet qui va favoriser l'infection de cellules parce que le complexe immun va être phagocyté et il y a du virus vivant dedans. Mais semble-t-il, un des mécanismes les plus probables, c'est tout simplement par une hypersensibilité de type 3, tel qu'on vient de le décrire, où les complexes immuns formés par les anticorps d'une part et le virus d'autre part vont activer les cellules de l'inflammation. Et ce qui a notamment été décrit, c'est que les immunoglobulines qui apparaissent dans le cadre du Covid sont trop peu fucosylées, et cette fucosylation précisément l'absence de fucosylation est associée à plus d'inflammation. Regardez ici, vous avez le symbole des sucres qui sont accrochés à l'immunoglobuline. Le fucose est le petit triangle rouge. Quand vous avez des immunoglobulines qui sont peu glycosylées, notamment quand elles n'ont plus leur fucose, on a un effet pro-inflammatoire marqué. Et donc, ça pourrait intervenir dans cet effet particulièrement pro-inflammatoire des complexes immuns qui se développent chez les patients atteints de Covid. C'est vraiment l'exemple d'une maladie à complexe immun dans le cadre d'une infection aiguë, bien évidemment. Ça a été décrit de façon peut-être moins fréquente et moins sévère après d'autres infections aiguës, comme la mononucléose, comme la malaria, le Covid, j'en parle ici. Vous verrez également dans votre cours de néphrologie des anticorps des complexes immuns très particuliers, mais c'est tellement compliqué que j'ai fait le choix de ne pas trop détailler ça ici, si on n'aurait pas trop le temps. Mais vous verrez dans le cours de monsieur Krzezinski ou de son successeur, je ne sais plus très bien au niveau du calendrier où on en sera, les glomérulonéphrite post-streptococcique. Et vous verrez que des anticorps très particuliers se développent dans ces maladies. Ça se voit aussi dans des infections chroniques, comme notamment dans l'hépatite C, dans certaines endocardites bactériennes dites subaiguës. Alors le terme subaiguë, c'est lié au fait qu'on parle de bactéries qui ne sont pas très agressives. Par exemple, quand un staphylocoque doré donne une endocardite, d'habitude, le patient n'a pas le temps de développer des complexes immuns, il meurt d'une décompensation cardiaque parce que la valve est abîmée. Mais si par contre des bactéries moins agressives se mettent à proliférer sur l'endocarde d'une valve, ce sont des phénomènes de type immunopathologique qui vont attirer l'attention du médecin et du patient, parce que ces complexes immuns qui vont aller se déposer notamment au niveau des reins, des articulations, et c'est ça qui va révéler l'infection, pas tellement l'atteinte de la valve elle-même. Alors, dans le cadre de ces
de ces phénomènes chroniques au cours desquels des complexima se forment, on voit apparaître des complexima très particuliers euh, que je vous demande dont je vous demande de retenir le nom et de comprendre la structure, même si les mécanismes responsables de leur apparition sont compliqués. Un de ces, un de ces complexima très particuliers est ce qu'on appelle le facteur rhumatoïde. Donc le facteur rhumatoïde, le plus souvent, c'est une IgM, vous reconnaissez ici la structure pentamérique de l'IgM, qui est dirigée par ces FAB contre la partie FC d'une IgG. Alors, il y a des variantes là-dessus, on a parfois une IgG qui reconnaît une autre IgG, mais ceci est la structure la plus classique. Ça, c'est un facteur rhumatoïde. Alors, on les a décrits, comme je vous dis, dans des infections chroniques, celles qu'on vient de voir, hein, et c'est même décrit également dans le Covid, dans l'hépatite C, la mononucléose, l'endocardite subaiguë, mais aussi dans des maladies auto-immunes qui se caractérisent par des complexima présents de façon chronique, par exemple dans le lupus, dans le Sjögren, dont je vous parlerai dans le cours sur l'auto-immunité, dans la polyarthrite, mais ça peut se voir chez des sujets âgés également. Alors ce qu'on pense, c'est que les immunoglobulines qui apparaissent dans ces phénomènes chroniques ont des propriétés différentes. Peut-être la glycosylation, d'ailleurs, comme on vient de le voir dans l'histoire du Covid, qui favorise une sorte de perte de tolérance vis-à-vis de ses propres immunoglobulines, avec apparition d'IgM dirigée contre celle-ci et la présence du facteur rhumatoïde. Alors, il n'y a pas de mystère, je vous mets ici que le facteur rhumatoïde est décrit notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est la raison pour laquelle on lui a donné ce nom-là, bien qu'il n'en est absolument pas spécifique. Mais c'est dans la polyarthrite rhumatoïde. Là aussi, on en dira un mot là, dans le cours sur l'auto-immunité. C'est surtout Michel Malaise qui vous parlera de cette maladie qu'il connaît particulièrement bien. Maladie inflammatoire des articulations extrêmement délabrante, regardez ici. Eh bien, c'est dans cette maladie que le facteur rhumatoïde a été décrit la première fois, d'où son nom. Mais il faut savoir d'emblée que le facteur rhumatoïde n'est en rien spécifique ni sensible, c'est-à-dire que dans les polyarthrites rhumatoïdes débutantes, il n'y a pas de facteur rhumatoïde, il va apparaître secondairement. Alors, ce n'est pas toujours pathologique d'avoir un facteur rhumatoïde dans la circulation. Parfois, ça n'a strictement aucune conséquence pour des raisons diverses, notamment la glycosylation, etc. Mais dans certains cas, certains facteurs rhumatoïdes vont avoir un rôle pathogène, notamment par l'activation des macrophages, etc., comme on vient de le voir. Alors, il y a un type de facteur rhumatoïde très particulier qu'on appelle cryoglobuline, qu'on rencontre notamment dans des infections chroniques. Alors les cryoglobulines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des protéines, ou un complexe de protéines selon les cas, qui ont pour propriété de perdre leur solubilité quand on refroidit le sérum. Alors au laboratoire, on va refroidir le sérum à 4 degrés, pour évidemment augmenter les chances de voir cette cryoglobuline, mais certains patients ont cette cryoglobuline qui précipite, qui perd sa solubilité quand on refroidit le plasma de quelques degrés seulement, notamment quand les extrémités sont exposées au froid ou à l'eau froide, etc. Alors voici un exemple de précipité qui apparaît dans le plasma du patient quand on refroidit ce dernier, avec des lésions qui vont apparaître ici, des lésions de type vascularite, parce que le précipité va provoquer des lésions inflammatoires, des petites lésions ischémiques qui peuvent aller jusqu'à parfois la gangrène et l'amputation des doigts, par exemple. Il y a deux grandes familles de cryoglobulines. Il y a des cryoglobulines dont M. Beguin vous parlera parce qu'elles sont constituées d'une seule immunoglobuline, un seul anticorps, qui est fabriqué par des cellules tumorales, par exemple des plasmocytes d'un myélome. Et compte tenu du fait que ce sont des cellules tumorales, eh bien,
les propriétés de l'anticorps qui garantissent notamment sa solubilité sont perdues et cette protéine a tendance à précipiter au froid. Les cryoglobulines qui nous intéressent ici, notamment dans ce contexte de facteurs rhumatoïdes, sont ce qu'on appelle les cryoglobulines mixtes, qui sont composées d'un facteur rhumatoïde qui reconnaît une autre immunoglobuline. Alors, tous les facteurs rhumatoïdes n'ont pas cette propriété particulière, mais certains facteurs rhumatoïdes vont précipiter au froid et porteront le nom de cryoglobulines. Alors, la maladie dans laquelle on va retrouver le plus de cryoglobulines, en tout cas les cryoglobulines mixtes, ce sont les hépatites C. Donc, si vous avez un patient qui décrit des lésions au froid, des lésions vraiment de type vasculite, on ne parle pas d'un rénaux ici, on parle vraiment de lésions de vascularite, parfois de nécrose, de gangrène, etc. Ça doit faire évoquer une hépatite C et il faut rechercher la présence du virus d'hépatite C chez ces patients. Comment pose-t-on le diagnostic de phénomène d'hypersensibilité de type 3? Évidemment, on pourrait mettre en évidence les complexes IMA. Il y a des tests qui permettent de le faire, test OC1Q, néphélométrie, etc. En pratique, c'est des tests qu'on ne fait pas parce qu'ils ne permettent pas, en tout cas dans l'état actuel de ces techniques, de faire la différence entre des complexes IMA, je dirais, banals, tels qu'on peut tous en faire, par rapport aux complexes IMA pathogènes avec les propriétés qu'on a vues. Donc ces tests ne sont pas remboursés par l'INAMI et ne sont que très rarement faits en routine. Ce qui est plus intéressant, c'est de mettre en évidence la consommation du complément, puisque les complexes IMA pathogènes vont provoquer de façon massive une consommation du complément, en suivant la concentration de C4 par exemple, ou le CH50 qui va mesurer l'intégrité de toute la cascade de la voie classique du complément, on pourra voir si un dépôt massif de complexes IMA dans les tissus active le complément ou non. Donc ce sera un bon marqueur de l'agressivité d'une maladie qui se traduit par ces dépôts de complexes IMA. Évidemment, si on suspecte une lésion d'organes liée à ces complexes IMA, par exemple une lésion rénale, une lésion cutanée ou autre, on fera une biopsie de tissu et on mettra en évidence soit les anticorps, soit des morceaux de complément dans le tissu lui-même. Et généralement, ce qui est mis en évidence au laboratoire d'anatomopathologie, c'est un sous-produit de C3b qu'on appelle le C3D, qui est facile à détecter, et c'est d'habitude celui-là qui est utilisé, qui met en évidence ces conséquences du dépôt de complexe IMA dans un tissu. Comment va-t-on traiter les hypersensibilités de type 3? Évidemment, si il s'agit d'un phénomène de type allergique ou infectieux, on va guérir l'infection, guérir l'hépatite C par exemple. Si c'est un médicament qui est en cause, on va arrêter le médicament. On pourra dans certains cas arrêter la production d'anticorps qui constituent le complexe IMA par un médicament qui détruit les lymphocytes B, qu'on appelle le rituximab. Là aussi, on y fait allusion, si mes souvenirs sont bons, dans l'une ou l'autre vignette d'examen. On peut aussi retirer les complexes IMA du plasma par plasmaphérèse. Et bien évidemment, les corticoïdes ou autres seront intéressants, de même que les immunoglobulines à haute dose qui vont parfois antagoniser l'effet inflammatoire de certains complexes IMA. Et on termine par les phénomènes d'hypersensibilité de type 4, qui sont des phénomènes qui ne font a priori pas intervenir les anticorps, mais uniquement des lymphocytes Th1 et des macrophages, et dans une certaine mesure des Th17, mais enfin classiquement c'est plutôt une réponse activée par le Th1, donc soit des lymphocytes T cytotoxiques et des macrophages, et des lymphocytes T activés, CD4 activés, sachant évidemment que dans beaucoup de maladies, on pourra avoir une association de plusieurs phénomènes.
Donc, dans un tissu atteint par un phénomène d'hypersensibilité de type 4, eh bien, on va observer l'infiltration de l'organe par des lymphocytes T CD4 auxiliaires. Je vais retirer ici TH17 parce que je pense que, au sens strict du terme, on est plus dans ce concept de la réponse TH1. Alors, dans quelle situation va-t-on rencontrer ces phénomènes d'hypersensibilité de type 4? Eh bien, dans de vraies allergies, par exemple l'allergie au nickel, l'allergie à végétal appelée sumac, poison ivy, la maladie cœliaque, certaines infections bien évidemment comme la tuberculose, une maladie inconnue comme la sarcoïdose, et là aussi une sorte de dérive du terme d'hypersensibilité dans des maladies auto-immunes ou dans le rejet aigu, non pas hyperaigu, hein. Ici c'est une réponse cellulaire et non pas des anticorps, des allogreffes. Quand le phénomène est chronique, cette activation du lymphocyte Th1 et des macrophages va donner un aspect histologique très particulier avec des cellules géantes que vous voyez ici, qui est celui de granulome. Et dans la constitution du granulome, l'interféron gamma du Th1, le TNF-alpha en partie produit par le lymphocyte T, mais aussi par le macrophage. Cette boucle interféron gamma TNF-alpha joue un grand rôle dans la constitution du granulome. Et comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, si vous allez antagoniser cette boucle interféron gamma TNF-alpha par des médicaments, vous risquez de réveiller des tuberculoses anciennes avec les conséquences graves que cela peut entraîner. Donc ça, c'est vraiment un tuyau. Un mot sur la maladie cœliaque. Bon, c'est une maladie très compliquée. Je n'ai certainement pas la prétention de la résumer en une minute comme je vais le faire ici. Vous la reverrez avec le professeur Louis en gastroentérologie, mais c'est une maladie qui est liée à la production de peptides à partir du gluten et notamment d'un peptide particulièrement reconnu comme particulièrement immunogénique parce qu'il est transformé par une enzyme qu'on appelle la transglutaminase 2 qui va donner une déamidation. Et certains individus, en fait ces peptides déamidés, ne seront bien présentés au système immunitaire que par certaines molécules HLA de classe 2 et pas d'autres. Donc les individus d'une part qui vont exprimer massivement cette transglutaminase et qui d'autre part ont ces molécules HLA de classe 2 vont présenter ces peptides à leur lymphocyte T avec génération d'une réponse Th2 et de phénomènes inflammatoires. Donc la sarcoïdose, ce sont des granulomes qui évoquent la tuberculose, bien qu'il n'y ait généralement pas de nécrose caséeuse. C'est pour ça qu'on les appelle tuberculoïdes et qui peuvent toucher tous les tissus, tous les organes. Souvent les ganglions lymphatiques, la rate, souvent les poumons, mais parfois l'hypophyse, les reins. Donc tous les organes peuvent être touchés par la sarcoïdose. Voici ici une image d'une de mes patientes avec de grosses lésions pulmonaires, des lésions ganglionnaires notamment, également des lésions au niveau hépatique et splénique. Donc c'est une maladie dont l'origine est inconnue, qui est liée à la stimulation continue de lymphocyte Th1 avec activation des macrophages. L'antigène impliqué est inconnu. On a incriminé certaines mycobactéries atypiques ou des bactéries comme Propionibacterium acnes. On a vu un lien possible avec des pneumoconioses, notamment après les attentats du 11 septembre. On a vu dans toutes les personnes qui avaient travaillé sur le chantier de reconstruction, démolition des 2 tours, une augmentation de l'incidence de sarcoïdose. Il y a clairement un terrain génétique favorisant avec certains marqueurs HLA, certains polymorphismes du TNF-alpha.
Le diagnostic de la sarcoïdose, il est posé essentiellement par biopsie, mais comme vous avez vu, il s'agit de lésions qui sont extrêmement hypermétaboliques, avec ces lymphocytes Th1, ces macrophages hyperactivés, donc c'est très bien visible au PET scan. Il n'y a pas vraiment de marqueurs sanguins suffisamment sensibles ni spécifiques, mais dans un ensemble de signes, de symptômes, etc., ces marqueurs sanguins peuvent malgré tout être utiles. Il y a notamment l'accroissement de l'angiotensine convertase, parfois une hypercalcémie parce que dans les macrophages activés, la deuxième hydroxylation de la vitamine D se fait et donc on peut avoir une hypercalcémie. Le lysozyme, on a parfois une lymphopénie, essentiellement parce que les lymphocytes quittent le sang et vont dans les foyers de sarcoïdose. Donc maladie mystérieuse que vous reverrez dans beaucoup de cours puisque tous les organes peuvent être touchés. Un mot sur l'érythème noueux qui est également une manifestation mystérieuse qui peut être liée à de multiples étiologies et qui correspond à une inflammation d'hypersensibilité de type 4 au niveau de l'hypoderme. L'érythème noueux n'est pas spécifique d'une maladie en particulier, mais peut se rencontrer dans le contexte d'une sarcoïdose, dans le contexte d'une tuberculose, de certaines infections, voire même une hypersensibilité à certains médicaments. Et on termine par un mot sur l'hypersensibilité aux métaux. On avait vu dans le cours sur les aptènes que les métaux peuvent modifier de façon post-traductionnelle certains peptides qui ne sont donc plus reconnus comme des peptides du soi. Et donc, en conséquence de cette modification des peptides du soi, ce qu'on appelle ici protéines apténées, une réponse de type Th1 chronique dirigée contre ces peptides. C'est bien décrit chez certaines personnes, notamment avec des bijoux de fantaisie au nickel, etc. Mais ça peut poser également un problème face à des amalgames au niveau dentaire, etc. Voilà, ceci termine le cours sur les hypersensibilités et allergies.